Mes chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus choquante de trahison familiale que j'ai jamais entendue. L'histoire d'Auréliane de Valancourt, 29 ans, héritière de 89 millions d'euros, qui a découvert que sa propre sœur couchait avec son fiancé depuis des mois. Mais ce n'est que le début. Car ce qu'Auréliane va faire pour se venger va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Une vengeance si parfaite, si implacable, qu'elle va détruire sa famille entière en une seule soirée. Cette histoire commence dans les salons dorés de l'avenue Montaigne à Paris, et se termine dans les eaux turquoises de Saint-Tropez, où 89 millions d'euros vont révéler le vrai visage d'une famille. Auréliane de Valancourt n'est pas une héritière ordinaire. À 29 ans, cette blonde aux yeux verts dirige l'empire familial, les vignobles de Valancourt, qui produisent les champagnes les plus chers du monde. Leur Dom Pérignon Valancourt 1996 se vend 15 000 € la bouteille. Elle vit dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, conduit une Bugatti Chiron à 3 millions d'euros, et porte exclusivement du sur-mesure Chanel. Elle s'apprête à épouser Maximilien de Saint-Exupéry, descendant d'une famille de banquiers suisses. Un mariage prévu ce samedi à Saint-Tropez, sur le yacht familial de 60 mètres. 400 invités, un budget de 2 millions d'euros. Le mariage du siècle. Ce jeudi matin, dans son bureau avec vue sur les Champs-Élysées, Auréliane reçoit l'appel qui va tout changer. L'agence Blackstone Investigation lui annonce avoir découvert des irrégularités troublantes concernant son fiancé. Maximilien de Saint-Exupéry a des dettes cachées de 12 millions d'euros. Mais surtout, il mène une double vie depuis 6 mois avec une maîtresse de son entourage proche. Sa propre sœur, Ophélia de Valancourt. L'enquêteur lui transmet des photos, des enregistrements audio, des relevés de cartes bancaires. Il se retrouve 3 fois par semaine dans un appartement de Neuilly loué sous un faux nom. Le monde d'Auréliane s'effondre. Ophélia, sa sœur cadette de 26 ans. Celle qu'elle a élevée après la mort de leurs parents. Celle à qui elle a tout donné. Un appartement à 4 millions d'euros sur l'île Saint-Louis, une Maserati, une rente mensuelle de 50 000 €. Le téléphone d'Auréliane vibre. Un message d'Ophélia plein d'hypocrisie et de faux sentiments sur son bonheur de mariage imminent. Cette duplicité lui donne la nausée. Pendant qu'elle préparait son mariage, sa propre sœur la trahissait de la pire des façons. Mais une question la ronge. Pourquoi cette trahison? Ophélia n'a jamais manqué de rien. Qu'est-ce qui peut pousser une sœur à de telles extrémités? Le soir même, Auréliane se rend discrètement à l'appartement de Neuilly. Ce qu'elle découvre en regardant par la fenêtre la traumatise à vie, Maximilien et Ophélia, nus dans le salon, s'embrassant passionnément. Mais le pire, c'est leur conversation. Maximilien explique qu'après le mariage, ils auront accès aux 89 millions d'euros. Dans 6 mois, ils feront interner Auréliane pour dépression et récupéreront tout. Son père a déjà préparé les papiers. Et si cela ne fonctionne pas, un accident de yacht reste toujours possible. Très fréquent en Méditerranée. Il planifie de l'assassiner pour récupérer sa fortune. Sa propre sœur et son fiancé complotent sa mort avec la froideur de professionnels. Auréliane s'éloigne en silence, le cœur battant. De retour chez elle, elle pleure toute la nuit. Mais au matin, ses larmes ont séché. À la place, une rage froide s'est installée. Si Ophélia et Maximilien veulent jouer, ils vont découvrir qu'Auréliane de Valancourt n'est pas la petite héritière naïve qu'ils imaginent. Elle contacte le commandant Rousseau, qui dirige la sécurité des vignobles de Valancourt depuis 15 ans. Ancien des forces spéciales, cet homme de 50 ans connaît tous les secrets de la famille. Elle lui demande un dossier complet sur sa sœur et sur Maximilien, leurs finances, leurs secrets, leurs faiblesses. Auréliane lui explique la situation. Rousseau est horrifié, mais comprend immédiatement les enjeux. Ces gens sont dangereux. Il suggère d'annuler le mariage et de les faire arrêter immédiatement. Mais Auréliane refuse. Elle veut qu'ils croient avoir gagné. Elle veut qu'ils pensent que leur plan fonctionne parfaitement. Et au moment où ils s'y attendront le moins, elle veut que leur monde s'effondre complètement. Une vengeance qu'ils n'oublieront jamais. Une vengeance digne de ce qu'ils lui ont fait. Le commandant accepte de l'aider dans cette mission délicate. Le lendemain, vendredi, Auréliane joue la comédie parfaite.
Elle accueille Ophélia et Maximilien avec des sourires radieux, parlant du mariage avec enthousiasme. Ophélia l'embrasse en s'extasiant sur la beauté de ce mariage magique. Aureliane serre sa sœur dans ses bras, inhalant son parfum, le même qu'elle sentait hier soir dans l'appartement de Neuilly. Maximilien joue le fiancé éperdument amoureux, parlant de leur vie future ensemble. Aucun des deux ne se doute qu'Aureliane connaît désormais leur véritable nature et leur plan mortel. Elle sourit en pensant à ce qui les attend dans moins de 24 heures. L'après-midi, Rousseau lui remet son rapport, 200 pages qui détruisent méthodiquement l'image qu'elle avait de sa sœur et de son fiancé. Ophélia détourne de l'argent des comptes familiaux depuis 2 ans. 3,2 millions d'euros planqués dans des paradis fiscaux. Maximilien n'est pas le banquier prospère qu'il prétend. Sa famille a fait faillite en 2019. Il vit uniquement grâce aux cadeaux d'Aureliane et à l'argent qu'Ophélia lui donne. Mais la pire révélation se trouve page 187. Ophélia et Maximilien sont déjà mariés secrètement à Las Vegas il y a 3 mois. Leur mariage de demain n'est qu'une mascarade pour accéder légalement à la fortune d'Aureliane. Aureliane expose son plan au commandant. Audacieux, risqué, mais parfaitement légal. Il comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible après cela. Le plan tient en 3 phases. Laisser croire que tout se déroule normalement, les démasquer publiquement devant tous leurs invités, puis les anéantir financièrement et légalement. Ils vont regretter le jour où ils ont décidé de s'attaquer à une de Valencourt. Rousseau approuve et met immédiatement ses équipes en action pour préparer cette vengeance parfaite. Samedi matin, jour J. Le yacht familial l'Aureliane, de 60 mètres, les attend dans le port de Saint-Tropez. Un palace flottant avec héliport, spa, et salon de réception pour 400 personnes. La météo est parfaite, soleil radieux, mer d'huile, température idéale. Le décor de rêve, l'officier d'état civil ouvre son registre et commence la cérémonie officielle devant les 400 invités. Aureliane regarde Maximilien dans les yeux. Elle y lit la même cupidité que dans l'appartement de Neuilly. Quand l'officier demande si quelqu'un s'oppose à cette union, c'est le moment qu'Aureliane attendait. Elle prend la parole d'une voix claire qui surprend toute l'assemblée. Elle s'oppose elle-même à son propre mariage. Un silence de mort s'abat sur les invités stupéfaits. Maximilien la regarde, stupéfait par cette intervention inattendue. Aureliane explique calmement qu'elle s'oppose parce que le marié est déjà marié avec sa sœur. Un murmure horrifié parcourt l'assemblée. Ophélia devient livide tandis qu'Aureliane lui demande de montrer sa main gauche. Plusieurs invités aperçoivent l'alliance qu'elle porte depuis 3 mois. Aureliane présente alors officiellement Monsieur et Madame de Saint-Exupéry, mariés secrètement à Las Vegas le 15 avril dernier. Le commandant Rousseau distribue des copies du certificat de mariage à tous les invités médusés. L'effet est immédiat, choc, murmure, exclamation d'incrédulité. Maximilien tente de nier, affirmant que ces documents sont faux. Aureliane lui demande alors d'expliquer pourquoi ils ont loué un appartement à Neuilly sous le nom de Monsieur et Madame de Saint-Exupéry, et pourquoi ils s'y retrouvent 3 fois par semaine depuis 6 mois. Les photographes professionnels qu'elle a engagés distribuent alors des tirages compromettants, Maximilien et Ophélia s'embrassant, se déshabillant, se caressant dans l'appartement secret. L'assemblée est en état de choc. Certaines femmes portent la main à leur bouche. Les hommes murmurent entre eux, comprenant l'ampleur de la trahison. Mais Aureliane n'en a pas terminé avec ses révélations. Elle continue en demandant à Ophélia d'expliquer d'où viennent les 3,2 millions d'euros qu'elle a détournés des comptes familiaux. Sa sœur s'effondre dans un fauteuil, en larmes, incapable de répondre. Puis elle se tourne vers Maximilien et évoque ses dettes de 12 millions d'euros, ainsi que son plan pour la faire accidentellement disparaître en mer après leur mariage. Maximilien pâlit, comprenant qu'elle sait tout. Aureliane sort alors un petit appareil de son bouquet, explique qu'elle a enregistré leur conversation d'avant hier soir dans leur nid d'amour. L'enregistrement révèle leurs véritables intentions criminelles. La voix de Maximilien emplit le silence, parlant d'internement psychiatrique et de récupération de la fortune. Celle d'Ophélia doute de la naïveté de sa sœur. Puis vient le coup de grâce, l'évocation de l'accident de yacht, très fréquent en Méditerranée.
L'Assemblée est horrifiée par cette révélation d'un plan d'assassinat. Plusieurs invités sortent leur téléphone pour appeler la police. Aureliane remercie calmement ses invités d'avoir assisté à cette révélation et les invite à profiter du buffet. Elle emmène ensuite Maximilien et Ophélia dans le salon privé du yacht, à l'abri des regards, pour un dernier face-à-face. Le plus dur reste à venir, les confronter directement à leurs crimes. Dans le salon privé, Aureliane fait face aux deux traîtres. Elle demande simplement pourquoi ils lui ont fait cela. Ophélia relève enfin la tête, les yeux rougis, et explique sa frustration d'avoir toujours vécu dans son ombre. Elle en avait assez d'être la petite sœur qui devait tout à la générosité de la grande Aureliane. Leurs parents étant morts dans un accident, Aureliane a tout récupéré, l'entreprise, les châteaux, l'argent. Ophélia a eu droit aux miettes de sa pitié. Maximilien tente encore de nier et de tout expliquer, mais Aureliane le fait taire avec dégoût. Cette justification pathétique ne fait qu'accroître sa colère et sa détermination. Aureliane se dirige vers le coffre-fort du salon et en sort plusieurs dossiers. Elle annonce que puisqu'ils aiment tant l'argent, ils vont parler d'argent. Elle présente à Ophélia la facture de ses détournements, 3,2 millions d'euros, qui avec les intérêts et dommages font 5 millions. Son appartement de l'île Saint-Louis sera saisi lundi matin. Un cadeau fait avec de l'argent volé n'est plus un cadeau. Elle informe ensuite Maximilien que ses créanciers ont été prévenus de sa localisation. Ces gens ne sont pas réputés pour leur patience. Mais elle a gardé le meilleur pour la fin, et compose un numéro sur son téléphone. Par les baies vitrées du salon, il voit arriver 3 vedettes de la police maritime française. Les policiers montent à bord et procèdent à l'arrestation de Maximilien de Saint-Exupéry et Ophélia de Valencourt pour tentative d'escroquerie aggravée, détournement de fonds, et complot en vue de commettre un meurtre. Les 2 complices sont emmenés menottés sous les regards médusés des 400 invités. La vengeance d'Aureliane est complète et parfaitement orchestrée. 6 mois plus tard, le procès fait sensation dans toute l'Europe. Les condamnations sont lourdes, 8 ans pour Ophélia, 12 ans pour Maximilien. Aureliane a récupéré les 5 millions de dédommagements et restructuré l'entreprise familiale. Les vignobles de Valencourt n'ont jamais été aussi prospères. Le commandant Rousseau félicite Aureliane pour ses choix dans son nouveau bureau, avec vue sur la tour Eiffel. Elle explique avoir simplement appliqué la règle d'or de son grand-père. Se méfier de ceux qui vous aiment pour votre argent, mais se méfier encore plus de ceux qui prétendent vous aimer malgré votre argent. Pour la première fois depuis des années, elle n'a plus personne à qui faire plaisir par obligation familiale. Elle a appris que parfois, les pires ennemis sont ceux qui partagent votre nom de famille. Concernant l'amour futur, elle reste optimiste mais prudente. Ce sera quelqu'un qui l'aimera assez pour ne pas lui mentir. Rousseau l'informe qu'Ophélia purge sa peine à Fleury-Mérogis et ne s'adapte pas bien à la vie carcérale. Elle qui aimait tant le luxe découvre la réalité carcérale. Une lettre de demande de pardon est arrivée la semaine précédente. Aureliane la lit rapidement avant de la jeter dans la corbeille. Certaines trahisons ne méritent aucun pardon. Ophélia doit assumer les conséquences de ses choix. Son téléphone sonne, Maître Beauchesne annonce une nouvelle surprenante. Sa grand-tante Marguerite, qui vivait en recluse en Dordogne, vient de lui léguer 47 millions d'euros et le château de Valencourt du XVe siècle. Une condition accompagne cet héritage, récupérer un coffre secret sur place. Le week-end suivant, Aureliane se rend en Dordogne dans sa nouvelle Lamborghini Huracan. Le château de Valencourt dépasse ses attentes. 50 pièces, un parc de 200 hectares, des vignobles à perte de vue. Dans la bibliothèque, elle trouve le coffre mystérieux. La lettre de sa grand-tante révèle qu'elle connaissait la trahison d'Ophélia et approuve la réaction d'Aureliane. Elle est digne du nom de Valencourt. La suite dévoile l'existence d'un trésor familial. Une collection de diamants d'une valeur de 80 millions d'euros, cachée depuis la Révolution française. Aureliane est désormais la dernière vraie de Valencourt. 1 an plus tard, Aureliane de Valencourt est devenue l'une des femmes les plus riches d'Europe avec une fortune dépassant les 200 millions d'euros. Elle a transformé le château de Valencourt en hôtel de luxe 5 étoiles, réservé à une clientèle triée sur le volet. Les plus grandes fortunes du monde se disputent une réservation. Son nouveau directeur général l'informe qu'Ophélia,
sortie de prison, souhaite la rencontrer. Aureliane répond qu'elle n'a plus de sœur et qu'Ophélia de Valancourt est morte le jour où elle a trahi sa propre famille. Elle contemple le coucher de soleil sur ses vignobles en demandant au commandant de rappeler l'histoire d'Ophélia et Maximilien à quiconque tenterait de la trahir à l'avenir. Mes chers amis, l'histoire d'Aureliane de Valancourt se termine ici, mais les leçons qu'elle nous enseigne sont éternelles. Cette femme de 29 ans, Aureliane, a eu la présence d'esprit de sécuriser ses comptes et de récupérer les fonds détournés par sa sœur. Dans le monde réel, beaucoup de victimes de trahison familiale ne prennent pas ces précautions à temps. Conseil pratique: diversifiez vos placements et ne donnez jamais d'accès complet à vos comptes à qui que ce soit, même votre famille. Utilisez des procurations limitées dans le temps et le montant. Surveillez régulièrement tous vos comptes, et n'hésitez pas à faire appel à un gestionnaire de patrimoine indépendant pour des conseils objectifs. 4e leçon. La patience est l'arme de la vengeance parfaite. Aureliane aurait pu exploser de colère et confronter immédiatement sa sœur et son fiancé. Au lieu de cela, elle a pris le temps de rassembler toutes les preuves, de préparer sa riposte, et de choisir le moment parfait pour frapper. Cette patience stratégique lui a permis de les confondre publiquement et de les faire condamner légalement. Conseil pratique: face à une trahison, votre première réaction ne doit jamais être la confrontation directe. Prenez le temps de rassembler des preuves irréfutables. Documentez tout: conversations, messages, mouvements financiers. La justice fonctionne avec des preuves, pas avec des émotions. 5e leçon. Entourez-vous de professionnels loyaux. Le commandant Rousseau a été l'atout majeur d'Aureliane. Cet homme expérimenté et loyal lui a fourni les informations cruciales et l'a aidé à orchestrer sa vengeance. Avoir des professionnels de confiance dans votre entourage n'est pas du paranoïa, c'est de la prévoyance. Conseil pratique: constituez-vous un réseau de professionnels fiables. Un avocat spécialisé en droit des affaires, un expert comptable rigoureux, un détective privé recommandé, et si nécessaire, un responsable sécurité expérimenté. Ces investissements peuvent vous sauver des millions en cas de problème. 6e leçon. Apprenez à déchiffrer les signaux d'alarme. Rétrospectivement, il y avait des signaux que quelque chose clochait. Les questions insistantes sur les finances, les comportements étranges, les mensonges mineurs qui s'accumulent. Aureliane les a remarqués trop tard, mais elle a su réagir à temps. Conseil pratique: faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre dans le comportement de vos proches, creusez. Les personnes malhonnêtes laissent toujours des traces. Soyez particulièrement vigilant si quelqu'un s'intéresse soudainement à vos affaires financières ou essaie de vous isoler de vos autres relations. 7e leçon. La vengeance légale est la seule viable. Aureliane n'a jamais franchi la ligne rouge de l'illégalité. Sa vengeance était parfaitement légale. Révélation publique de la vérité, récupération de ses biens détournés, et dénonciation aux autorités compétentes. Cette approche lui a permis de garder les mains propres tout en obtenant justice. Conseil pratique: quelle que soit votre colère, ne cédez jamais à la tentation de la vengeance illégale. Cela ne ferait que vous mettre en danger juridiquement. Utilisez tous les moyens légaux à votre disposition. Justice, médias si nécessaire, réseaux sociaux pour révéler la vérité, mais toujours dans le cadre de la loi. 8e leçon. Reconstruisez plus fort après la trahison. L'histoire ne s'arrête pas à la vengeance d'Aureliane. Elle a su transformer cette épreuve en opportunité de croissance. Sa fortune a doublé, son entreprise prospère, et elle a développé une maturité émotionnelle qui la protégera à l'avenir. Conseil pratique: après une trahison majeure, prenez le temps de faire le bilan. Quelles leçons pouvez-vous tirer? Comment mieux vous protéger à l'avenir? Utilisez cette expérience douloureuse comme un tremplin pour devenir plus fort, plus sage et mieux entouré. 9e leçon. Sachez quand pardonner et quand exclure. Aureliane a pris la décision radicale de couper définitivement les ponts avec sa sœur. Cette décision peut paraître dure, mais certaines trahisons sont inexcusables, particulièrement quand elles impliquent des tentatives de meurtre. Conseil pratique: apprenez à distinguer les erreurs pardonnables des trahisons inexcusables. Une personne qui planifie votre mort pour votre argent ne mérite aucune seconde chance.
Protégez votre santé mentale en excluant définitivement les personnes toxiques de votre vie, même si elles partagent votre nom de famille. 10e leçon. L'argent révèle, il ne corrompt pas. L'argent n'a pas corrompu Ophélia et Maximilien, il a simplement révélé leur vraie nature. Des personnes honnêtes restent honnêtes même face à des millions. Des personnes cupides révèlent leur vraie nature quand l'enjeu devient suffisant. Conseil pratique. Observez comment les gens réagissent à votre succès financier. Ceux qui vous en veulent pour votre réussite, qui essaient de vous culpabiliser, ou qui développent soudainement un intérêt pour vos affaires sont à surveiller de près. En conclusion pour vos vies. L'histoire d'Aureliane de Valancourt nous enseigne que la confiance doit se mériter et se vérifier. Dans un monde où l'argent peut révéler le pire chez les gens, même dans votre propre famille, la prudence n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Ne laissez jamais personne vous faire sentir coupable de votre réussite. Ne donnez jamais un accès total à vos finances à qui que ce soit. Et surtout, n'hésitez jamais à vous défendre quand vous êtes attaqué, même par vos proches. La justice existe, mais elle ne viendra pas vous chercher. C'est à vous de la saisir quand le moment est venu. Et rappelez-vous, parfois, la plus belle vengeance, c'est simplement de réussir mieux que ceux qui ont essayé de vous détruire. Mes chers amis, j'espère que cette histoire vous aura autant marqué qu'elle m'a marqué. Prenez soin de vous, entourez-vous des bonnes personnes, et n'oubliez jamais. Dans ce monde, votre pire ennemi peut parfois porter votre nom de famille. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles histoires qui révèlent les faces cachées de la nature humaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de recevoir les notifications de nos prochaines publications, dès demain.